D'entrée de jeu, là, je présentais Dominique Lemieux, je suis directeur québécois du syndicat des métallos, aussi vice-président de la FTQ. Puis je suis avec Diane. Diane n'a pas besoin de présentation. Oui, un peu. Professeur à l'UQTR. Et peut-être juste compter un peu le contexte de notre collaboration avec Diane. Ça fait déjà plusieurs années qu'on collabore. À l'époque, j'étais encore jeune, là, mais jeune syndicaliste. Diane m'avait invité à venir parler à ses étudiants à l'UQTR. Puis année après année, je reviens parler. Puis Diane, finalement, m'a convaincu de m'inscrire à la maîtrise. Je pense que le mélange de la théorie et de la pratique, ça arrive quand même à des bonnes choses, à des bons débats qu'on a. Fait que j'ai eu, je me suis laissé convaincre de l'idée folle d'étudier à maîtrise à l'UQTR. Et vous devinez qu'on parle de précarité dans le monde syndical. Merci aux organisateurs, tout d'abord, hein, puis c'est pas rien d'organiser ça en mode hybride comme celui-là. On est bien content d'être avec vous, puis on est bien content aussi de revoir des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en présence. C'est vraiment agréable. Merci. Super. Donc, peut-être en introduction, j'ai toujours, malgré que je suis un syndicaliste convaincu, toujours été quand même très, très critique face aux syndicats, face aux décisions des syndicats. Puis on est forcé de constater aussi que les dernières années, ça a été quand même difficile pour le monde syndical. On a bien beau dire les syndicats sont encore forts, encore de l'influence, mais forcé de constater que ce n'est plus du tout le cas. Je pense qu'on a perdu quand même de l'influence, on a perdu aussi du rapport de force face à nos membres. Bref, les syndicats sont plus ce qu'ils étaient par le passé. Puis je pense qu'une des choses qui contribue à ça, c'est vraiment par rapport à la précarité, parce que notre présentation fait rapport aussi à la précarité au travail, comment les syndicats on peut contribuer à réduire la précarité du travail. Donc, je pense qu'une des premières choses qui fait en sorte qu'on a perdu un rapport de force, c'est vraiment les changements législatifs de 2003 sur l'article 45 du Code du travail sous le gouvernement Charest. Puis d'ailleurs, dans le cadre de ma recherche, je vais aller rencontrer Jean Charest personnellement pour justement le questionner. Non, mais c'est vrai, c'est quoi qu'il a apporté en 2003? Parce que moi, j'ai mon idée de pourquoi il a fait ça, mais ça va être bon quand même d'aller le rencontrer puis de le confronter directement. Donc, je pense vraiment qu'à partir de là, par rapport à la précarité des travailleurs et des travailleuses au Québec, l'avenue de la sous-traitance, entre autres, fait en sorte que le travail est vraiment de plus en plus précaire au Québec. Dans les années 2000 aussi, il ne faut pas oublier qu'est arrivée la crise économique, hein, les bulles technologiques et les politiques d'austérité, parce que là, il fallait retrouver, on est en train de sombrer. En fait, dès les années 2000, puis même un peu avant, dès 1996, on négociait des clauses de disparité de traitement pour essayer de s'en sortir. Mais si on regarde, même avant, depuis 1975 que les syndicats perdent du pouvoir, parce qu'on s'est laissé entraîner dans cette philosophie, le choc pétrolier, les récessions, puis les gouvernements ont mis sur pied beaucoup de nouvelles lois, après, même dans le secteur public, hein, on vient d'en parler, Valérie est avec nous. La législation nous a beaucoup nuit. Je pense que les concessions ouvrant la porte à la précarité, je pense que les syndicats les ont négociées en toute connaissance de cause pour protéger seulement que leur membership. C'est-à-dire que souvent, les employeurs, en temps justement de crise économique ou même après les crises économiques, les employeurs souvent avaient des tactiques d'arriver dans une table de négo puis de dire vos membres à vous, ceux qui payent les cotisations syndicales des syndicats, bien, eux, on va être clément avec eux, on va donner des augmentations de salaire, on va bonifier même les régimes de retraite, on va bonifier les assurances collectives. Mais exemple, Diane en a parlé, les disparités de traitement. Pour les nouveaux qui vont entrer, ben eux n'auront pas les mêmes conditions de travail. Même chose pour la sous-traitance, de dire on va vous demander toujours de plus en plus de sous-traitance, ce qui va faire en sorte que vos membres, ça ne les touche pas, mais on va venir précariser le travail par rapport au travail périphérique. Puis on parle au travail périphérique aussi, ben, toute la notion des statuts d'emploi, on va en parler un peu plus loin. Je pense que c'est vraiment quelque chose que les syndicats, on a laissé aller, de dire on va s'occuper de nos membres. En assemblée générale, on va aller chercher des bonnes conditions. On va avoir des forts votes de ratification de conventions collectives. Là, ça me fait bizarre de voir une citation, parce que là, quand je préparais avec Diane, j'ai dit qui a dit cette citation-là, puis elle me dit c'est toi qui l'as dit. Ah, je dis OK, dans un des rapports du directeur, au Métallo, à toutes les années, on émet un rapport du directeur.
Donc, ce que je dis, c'est vraiment, cependant, de bousculer aussi son côté positif. Ça aide à se remettre en question, à améliorer nos façons de faire et à ne à rien prendre pour acquis. Fait que je pense que le fait qu'on soit descendu bas, disons ça comme ça peut permettre de nous remettre en question puis de shaker le pommier. Puis moi, comme leader syndical, c'est clair que je m'en sers auprès de mes membres pour dire qu'il faut faire autrement. On ne peut pas rester comme on est là, puis il faut aller de l'avant. Donc, le modèle syndical est-il à bout de souffle? Je pense qu'il y a 5 phénomènes qui ont transféré justement, qui ont transformé la base d'appartenance syndicale. D'un, c'est la cassure dans le rapport à l'entreprise. Le sentiment d'appartenance, la loyauté. Je pense qu'avant ça, on rentrait dans une usine. Avant, on avait beaucoup de secteurs manufacturiers. On rentrait dans une usine, puis on se disait qu'on était capable de passer sa vie là, de faire 30, 35 ans, 40 ans. Donc, l'appartenance au syndicat était peut-être plus facile. Maintenant, c'est clairement plus ça. Les travailleurs atypiques aussi. De plus en plus, les gens ont plus d'un emploi, des horaires de travail différents. Donc, je pense que ça aussi, ça joue dans balance. La redéfinition du salariat, ça, c'est une notion très importante. On voit de moins en moins de salariés. Si on pense, exemple, à l'ubérisation aussi de l'économie, l'ubérisation du travail. Donc, je pense que ça aussi, c'est une notion très importante, de moins en moins de salariés. La base de solidarité change aussi. Les gens s'identifient moins. Il y a beaucoup plus d'individualisme parmi nos membres. Nos membres se disent, moi, je veux négocier pour moi. C'est quoi que le syndicat va m'apporter à moi? Je ne veux pas savoir ce que le syndicat va apporter aux autres travailleurs de l'usine non syndiqués. Je ne veux pas savoir ce qu'il va apporter à la nouvelle génération. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment aussi qui est venu changer. Puis finalement, le cadre législatif qui est un incontournable. Parce que vraiment, le fait d'avoir des lois néolibérales comme ça, je pense que ça vient changer vraiment le sentiment d'appartenance aussi, puis le rapport de force que les syndicats peuvent avoir en entreprise, mais dans la société en général aussi. C'est pour ça qu'on se dit, mais ces 5 phénomènes-là, ça a eu des conséquences. Les conséquences sont majeures. C'est que le syndicalisme est construit sur des prémices anciennes, construit autour de l'équilibre du pouvoir dans les années 40, 50, quand les lois ont été adoptées. C'était pour donner un certain équilibre du pouvoir parce qu'on sortait on embarquait dans les 30 glorieuses plutôt, mais au sortir des 30 glorieuses, c'est plus vrai qu'il y a eu cet équilibre de pouvoir et on n'a pas changé rien au système. Et ça a été construit. Les travailleurs avaient une relation d'emploi à long terme. L'homme blanc était le pourvoyeur, puis c'est lui, et les groupes étaient homogènes. On négociait des conventions collectives pour des gens homogènes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais on n'a pas changé notre système. Et c'est construit autour de la grande entreprise stable. On a parlé d'ubérisation. On n'est plus dans le même modèle. Hein. La fonction publique a augmenté depuis ce temps-là. On ne réussit plus nos lois ne se sont pas adaptées au nouveau modèle. Raviver le débat, comment? Moi, je dis souvent la blague au hockey, quand j'étais un joueur de hockey, quand ça ne va plus bien au hockey, quand tu as une coupe de défaites en ligne, quand un match ne va pas bien, tu reviens à la base, puis on dit souvent, on sort le puck par la bande. On revient à la base. Je pense que les syndicats, on doit revenir à la base aussi. Puis la base, c'est quoi? C'est de mobiliser nos gens à la base. Je pense qu'il y a trop de leaders syndicaux qui pensent que ça se passe en haut, que c'est eux qui vont être capables de gérer les choses, c'est eux qui vont être capables d'aller négocier, exemple, des fronts communs en égo, sans avoir le rapport de force que les membres peuvent donner. Puis comment on bâtit un rapport de force? C'est l'éducation. Éduquer nos membres sur les enjeux. Puis d'un coup que nos membres sont éduqués, ils vont prendre les bonnes décisions, ils vont backer leur syndicat, ils vont se mobiliser. J'ai entendu à un moment donné, dans le cadre d'une négo du secteur public, un leader syndical dire à un moment donné, on ne mobilisera pas nos membres parce qu'on pourrait créer des attentes. Je suis allé chercher une poubelle, puis j'ai débordé, disons ça comme ça, ça m'a levé le cœur. Donc, revenir à la base, je pense que c'est vraiment important. Décliner la précarité, la flexibilisation du travail, ça, je pense que c'est quelque chose que les syndicats, on doit beaucoup s'attaquer. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur le professeur Wills qui a travaillé beaucoup sur la fissuration du marché du travail, où est-ce qu'on va externaliser beaucoup de travail. Exemple, la chaîne hôtelière Hilton, qui est la plus grosse chaîne hôtelière au monde, a seulement que 6 000 salariés. Si on va au Sheraton, exemple, le nouveau Sheraton à Saint-Hyacinthe,
Il y a seulement que la réception, que c'est des salariés. Le reste, le restaurant Zibo est à contrat. Les salles, c'est à contrat. Les gens, pour la plupart des dames qui font le ménage, c'est à contrat. Donc, c'est vraiment une fissuration des milieux de travail. La multiplication aussi des différents statuts d'emploi, on en a parlé tantôt, les temporaires, les temps partiels, les surappels, les travailleurs, travailleuses d'agence. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose aussi. La disparité de traitement, on s'est beaucoup battu les métallos. À l'époque, j'étais président des jeunes de la FTQ, c'était notre bataille de cheval. C'est ça qu'on dit? Notre cheval de bataille. Vous avez tout compris. De dire justement que ça aussi, c'était une précarité. De dire comment ça que les jeunes vont avoir moins de conditions de travail que les plus anciens. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis souvent, les disparités de traitement, on pense souvent aux fonds de pension, puis on se dit, les fonds de pension. Mais moi, ce qui me révoltait le plus à l'époque des causes orphelins, c'était les assurances collectives qui étaient devenues de plus en plus une mode. De dire que les anciens, ceux qui ont 50 ans, bien, eux, on va avoir une grosse assurance vie, exemple, de 100 000, mais qui décèdent. Puis les nouveaux qui rentrent vont avoir une assurance vie de 25 000. Bien, c'est plus. Moi, mes enfants sont rendus à 15, puis à 16, puis à 17 ans. Ils ont moins besoin d'une assurance vie. Mais même que j'ai 50 ans, ils vont en avoir besoin encore de moins. Mais quand j'avais 30 ans, c'est là que j'avais besoin d'une grosse assurance vie. Donc, ça, vraiment, moi, ça venait me dire que c'était vraiment une forme de précarité aussi, de dire quand ça peut arriver. Le travail périphérique, moi, je pense beaucoup à la sous-traitance. C'est tout ce qui est de plus en plus à l'extérieur du certificat d'accréditation puis de la convention collective. Donc, tout ce qui tourne, on le voit de plus en plus dans le secteur primaire, exemple les alumineries, les mines, les fonderies, de dire, exemple, maintenant, ceux qui font le déneigement l'hiver, bien, ça va être des gens à 22 $ de l'heure. Ceux qui travaillent de nuit dans une aluminerie qui n'est pas syndiquée métallo, que je ne dirais pas laquelle, ceux qui sont de nuit font 28 $ de l'heure, presque pas de fonds de pension, presque pas d'assurance collective. Puis ceux qui sont là de jour, c'est des gens qui font 40 quelques dollars de l'heure, gros fonds de pension, grosse assurance collective. Donc, pour moi, c'est vraiment un non-sens. Il faut s'attaquer vraiment au travail périphérique, puis les bas salaires. Puis les bas salaires, de plus en plus aujourd'hui, avec l'inflation, avec l'augmentation aussi des taux d'hypothèque. Quelqu'un, exemple, qui fait 150 000 de salaire par année, qui a une augmentation de 4 est capable de faire face à l'inflation, même si l'inflation, exemple, est à 7 Mais quelqu'un qui fait 42 000 par année, puis qui a une augmentation, même s'il y a l'inflation à 6-7 va avoir de la difficulté quand même à s'adapter. Donc, ce n'est pas juste une question, la précarité, souvent, on pense que c'est seulement qu'une question salariale. Non, c'en est une, oui, mais beaucoup autre chose aussi. 4 dimensions qui nous ont intéressés, vraiment, je vous le disais, la sous-traitance. À l'époque, j'étais un jeune conseiller syndical quand il y a eu le lockout d'Alma, 2011-2012, où la multinationale Rio Tinto nous a mis en lockout seulement pour la sous-traitance. C'était vraiment l'enjeu. Nous, à l'époque, avec le comité de négociation, on avait dit on n'a aucune demande monétaire. Le salaire, c'est réglé, pas plus d'assurance collective, pas plus de fonds de pension. C'est vraiment notre priorité numéro 1, s'attaquer à la sous-traitance, bien, on va la mettre priorité numéro 1. Puis on avait éduqué nos membres face à justement à la sous-traitance. Puis dans une région comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était peut-être plus facile parce que de dire les prochains jobs qui s'en vont à sous-traitance, ça va être tes enfants, ça va être ton voisin, ça va être quelqu'un de ta famille. Donc, on était capable de mobiliser nos membres, puis aussi la population face à la sous-traitance. Mais je pense que c'est un fléau. Au Métallo, on représente 16 000 agents de sécurité. Tous les agents de sécurité que vous voyez, Garda, Securitas, ces choses-là, c'est des métallos, c'est des travailleurs précaires. Puis un exemple de la précarité qui n'est pas juste des conditions de travail, qui n'est pas juste l'argent. On a à un moment donné un agent de sécurité qui devait passer sur une passerelle à 20 quelques pieds dans les airs, pas de garde-corps. Il a souvent parlé à son client parce que le client, ce n'est pas son vrai patron. Le vrai patron, exemple, c'est la compagnie de sécurité. Puis, il n'y a rien qui a changé. Le client n'a jamais voulu mettre de garde-corps. À un moment donné, il a exercé un droit de refus. Au Québec, ça ne devrait pas être un enjeu. Le droit de refus, c'est dangereux pour ma santé, dangereux pour ma sécurité. Donc, il a exercé un droit de refus. Il y a eu gain de cause dans le droit de refus. Le client a dit à la compagnie de sécurité, lui, je ne le veux plus. On est en arbitrage. Puis l'arbitre a dit, moi, je ne suis pas lié parce que le client décide, je suis lié par l'employeur. Donc, la sous-traitance, vraiment, la précarité, c'est signe de précarité aussi par rapport à la santé-sécurité.
Les autres, après, agents de sécurité pour cette compagnie-là, quand venait le temps de revendiquer en santé et sécurité ou de faire un droit de refus, exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient? Bien, ça peut être aussi une source de précarité. Cet exemple-là explique bien aussi les agences de placement. Oui. Le phénomène des agences de placement. Effectivement. Tu peux passer aux travailleurs étrangers. Autre chose, travailleurs étrangers temporaires, moi, ça ne me rentre pas dans la tête. On habite à Saint-Esprit, où il y a un abattoir de porc. Puis à un moment donné, on avait 2 voisins qui travaillaient à la sanitation de nuit. On s'entend que la sanitation de nuit, ce n'est pas la job la plus classe. Tout le temps de bonne humeur, puis même à un moment donné, on leur donnait de la bière, puis ils disaient que vous nous donnez du champagne québécois. Pour eux autres, c'était du champagne québécois. 2 bons voisins, puis à dire que moi, à un moment donné, je vais être obligé de retourner dans mon pays. Je ne peux pas, moi, aller travailler ailleurs. Donc, il me disait, moi, à un moment donné, j'aimerais ça aller travailler. Là, il y a une autre compagnie pas loin de ça, pas loin d'Olimel, Triomphe, puis il dit, moi, il voudrait m'avoir, ça paye plus cher, j'aurais des meilleures conditions de travail, puis il ne peut pas y aller. C'est dans le summum de la précarité, ça, de ne pas pouvoir choisir ton travail, puis de surtout de ne pas savoir si dans 3 ans, tu vas retourner dans ton pays. Puis, quand je dis le summum de la précarité, l'exemple qui m'a le plus marqué comme leader syndical, c'est un de nos membres en Beauce, qui est un travailleur étranger temporaire, impliqué syndicalement, qui parle très bien français, puis qui dit, moi, je me suis tellement bien intégré au Québec que je me suis fait une blonde québécoise. Puis il dit, j'habite avec. Mais il dit, je vais-tu m'acheter une maison avec elle si je ne sais pas dans 2 ans si je vais être obligé de partir? Il dit, j'aimerais ça avoir un enfant avec elle. Elle aimerait ça avoir un enfant avec moi. Je vais-tu faire un enfant en sachant qu'un jour, je vais être obligé de quitter le Québec parce que mon contrat, ça se peut que dans 3 ans, il ne soit pas renouvelé. Donc, ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup s'intéresser, les syndicats, les travailleurs étrangers temporaires. Pour moi, c'est la plus haute précarité qu'un travailleur peut vivre, c'est de dire, je ne peux même pas fonder une famille, je ne peux même pas m'acheter un toit. Les agences de placement aussi, on le voit beaucoup. Tantôt, j'étais au téléphone, on parlait d'agences de placement, puis il disait, ouais, mais Dominique, le boss, il n'en trouve pas de travailleurs ou de travailleuses. Bien, pourquoi l'agence de placement n'en trouve, elle? Tu sais, c'est un non-sens, là. Donc, ça, c'est vraiment une question que les syndicats, on doit s'attaquer, d'aller essayer de chercher 2 minutes et demie, oui, d'aller essayer de chercher justement à couvrir ces travailleurs-là, différents statuts d'emploi. Ben, ça regroupe un peu tout ça, hein, le fait qu'il y ait de la sous-traitance, qu'on ne se préoccupe pas des travailleurs étrangers, qu'il y ait des agences de placement. On se retrouve sur le monde de l'emploi, c'est de résumer. C'est les différents statuts. Est-ce que je suis contractuel? Est-ce que je suis permanent? Est-ce que je suis temporaire? Je suis à contrat? Est-ce que j'ai assez d'heures pour avoir juste un emploi ou j'ai plusieurs employeurs? Bref, c'est là que ça nous emmène. Rapidement, on va passer celle-là. 2 choses. Le contexte, le cadre législatif. Vous regarderez sur Google, là, Yamana Mining, à Lacorne, un petit village en Abitibi, où c'est une compagnie australienne qui va extraire du lithium. Hein? On en parle beaucoup, le lithium, c'est important, les batteries et tout ça. Eux ont décidé de donner à 100% les opérations de la mine à sous-traitance. Donc, ils ont signé un contrat de 4 ans avec Fournier et Fils à Val-d'Or, qui, eux, Fournier et Fils, vont embaucher des travailleurs et des travailleuses. Puis dans 4 ans, s'ils ne renouvellent pas leur contrat, ces travailleurs-là, ils n'arrivent pas avec. Donc, on va avoir des travailleurs miniers qui font 80-90 000 par année, qui vont être précaires. Parce que quand va venir le temps de renouveler le contrat, ils risquent de perdre leur job. Rapidement aussi, le 3e picot, ça m'a beaucoup intéressé. Cornell, une étudiante justement avec sa professeure qui nous dit dualisme ou solidarité, qui ont fait une étude sur 50 quelques syndicats en Europe, puis de dire vraiment ce qui fonctionne, c'est la solidarité. Les syndicats, il faut qu'ils se mobilisent pour faire face à la précarité. L'action syndicale, bien, moi, je pense qu'on a un regain syndical. On le voit aux États-Unis. Hein, je pense que de plus en plus de travailleurs et de travailleuses qui veulent s'organiser. Un exemple, les accords de libre-échange. Je pense que c'est une piste de solution de l'action syndicale. J'ai été au Mexique récemment. On est proche d'un syndicat mexicain, des Solidarity Center, où dans la nouvelle accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, il y a 50 millions qui ont été négociés pour dire on va créer des Solidarity Centers pour aider les travailleurs et travailleuses à s'organiser, puis on va moderniser la loi pour avoir accès à une meilleure syndicalisation. Ça nous amène à de dire que si on veut revoir l'action syndicale, il va falloir considérer les facteurs à l'origine de la précarité. Puis je pense que Dominique nous a donné beaucoup d'exemples. On va aller rapidement. Les facteurs économiques, hein, faire des solidarités internationales, les crises économiques qui viennent influencer aussi.
on est en inflation, récession qui s'en viennent et les délocalisations qui sont quand même assez faciles. Fait que c'est sur des choses. Et là-dessus, moi, j'ai pour exemple pour aider les syndicats de travailler en dehors des conventions collectives avec des organismes qui vont travailler, mais en dehors de la relation d'emploi, comme le Fonds des métallos qui travaille à aider les... Évidemment, il faut travailler aussi au niveau politique. Hein, le libéralisme en blanc, il est là. Et il faut voir les stratégies organisationnelles. Il faut arriver à contrer quand même, parce qu'il ne faut pas penser que les syndicats, les syndicats sont fautifs parce qu'ils se sont laissés avoir par des stratégies organisationnelles. Une chose que je vais retenir là-dessus, je pense qu'il faut profiter justement l'histoire d'inflation, de la rareté de la main-d'œuvre. Souvent, nos membres qui disent on veut du salaire, on veut du salaire, on veut du salaire. Non. Il faut profiter pour aller négocier autre chose, justement. Profiter pour aller chercher les travailleurs périphériques. Entre autres, il faut en profiter. De plus en plus, au métallo, on négocie des clauses en cas de violence conjugale. Parce qu'une femme qui est victime de violence conjugale va avoir 3 semaines payées par l'employeur. Puis si ça prend plus qu'une fois, ça sera plus qu'une fois. Je pense que dans le contexte qu'on est là, on doit aller de l'avant là-dedans. Et finalement, en conclusion, je pense qu'il faut profiter de ce moment-là qu'on vit. Moi, ce que je dis souvent au métallo, il faut mettre la gratte à terre, puis il faut ramasser ce qu'on a à ramasser en négociation, mais pas juste des salaires, pas juste des avantages sociaux. Il faut en profiter pour réduire la précarité, non pas de nos membres, mais des travailleurs périphériques de nos membres. Exemple, les travailleurs d'agence, de négocier des textes d'inconvention collective qui disent qu'ils sont couverts expressément parce que légalement, c'est difficile d'y aller. La sous-traitance, de faire la bataille aussi d'aller chercher les travailleurs et travailleuses de la sous-traitance puis les couvrir par notre certificat d'accréditation. On a dépassé d'1 minute 57. On est vraiment désolé. Merci de votre attention.